Le cinéma a toujours été un grand pourvoyeur de monstres géants. Mais deux monstres restent sur le toit du monde. Séparés par 20 ans et un océan, ils sont vite entrés dans l'imaginaire collectif, dépassant le cadre du 7e art. S'ils partent de postulats purement fantaisistes, King Kong et Godzilla sont évidemment marqués par leur époque de production, les États-Unis des années 30 et le Japon des années 50. Meriam C. Cooper et Ernest B. Schoedsack se sont rencontrés lors de la Première Guerre mondiale. Ils ont ensuite travaillé sur de nombreux documentaires aux quatre coins du monde, avant de passer au docu-fiction avec Chang et à la fiction pure avec Les Quatre Plumes Blanches se déroulant en Afrique. Puis les chasses du comte Zaroff et King Kong sur une île du Pacifique. Des univers exotiques donc. Une île mystérieuse, des tribus sauvages, des monstres préhistoriques. King Kong est une odyssée aventureuse, intemporelle, qui suit les traces des grands romans d'aventure de la fin du 19e et du début du 20e siècle. L'époque était encore à la découverte du monde, aux aventuriers, aux voyages incertains en Afrique ou en Amérique du Sud. Et, de Jules Verne à Arthur Conan Doyle, la littérature s'en fait l'écho, poussant très loin l'imagination. Cooper et Schoedsack s'appuient donc sur leurs expériences personnelles et sur cet héritage littéraire pour préparer King Kong. Ils ont aussi sans doute en tête un film sorti une dizaine d'années plus tôt, l'adaptation du roman de Doyle, Le Monde Perdu, réalisé en 1925 par Harry O. Hoyt, auquel ils empruntent une bonne partie de la structure. Ils construisent un vrai récit d'aventure, autour duquel ils installent par petites touches un contexte précis. Fin des années folles, développement des industries du spectacle, construction des premiers gratte-ciel, crack de 29, le film est aussi un témoignage de son époque. Il s'ouvre sur Anne Darrow en train de voler pour survivre. Nous sommes bien au cœur de la Grande Dépression. Dès la première scène, avant d'arriver sur la mystérieuse Skull Island, Cooper et Schoedsack inscrivent ainsi le film dans son temps. Le cinéma populaire américain dans toute sa splendeur, capable de faire carburer à fond l'imaginaire du spectateur tout en gardant les pieds sur terre. Godzilla arrivera 20 ans plus tard, mais entre ces deux classiques, un autre film moins connu va faire la jonction. Au début des années 50, King Kong ressort en salle avec succès dans le monde entier. Encouragés par cette réussite, des producteurs lancent Le Monstre des Temps Perdus, réalisé en 1953 par Eugène Lourier, dans lequel un monstre reprend vie suite à des tests nucléaires avant de débarquer à New York. Nous sommes juste après la Deuxième Guerre mondiale, et ce film est un des premiers à jouer sur la thématique atomique. Un an plus tard, en 1954, quand Ishiro Honda conçoit son Godzilla, il a sans doute toutes ses références en tête. Mais l'époque, le Japon de l'après-guerre, va faire mûrir un film très différent. Honda a été soldat et prisonnier pendant le conflit mondial. Marqué par les combats donc, et par les bombardements de Hiroshima et Nagasaki, comme le Japon tout entier. Dès lors, si dans King Kong, le social et le politique relevaient du simple contexte, et si la bombe atomique était juste un prétexte pour lancer l'histoire dans Le Monstre des Temps Perdus, tous ces éléments deviennent, dans Godzilla, le cœur du récit, l'enjeu principal du film. Les questions de société sont ici abordées de manière frontale, et tout le scénario travaille la question du péril nucléaire. Point de lointaines contrées exotiques, le film se déroule au Japon. L'action se passe dans des villes subissant des ravages meurtriers, Godzilla devenant une véritable arme de destruction massive, rasant tout sur son passage. L'imagerie développée est violente et radicale. Et si l'on retire le monstre du film, on entre alors dans un pur film de guerre, sans concession. Fuite des civils, puissance de feu sans limite, bombardement destructeur. Au petit matin, tel Hiroshima et Nagasaki, la ville est rasée. Les univers déployés dans King Kong et Godzilla sont forts. D'un côté, un imaginaire préhistorique, de l'autre, des combats citadins meurtriers.
Les deux films partagent évidemment des scènes similaires. Mais King Kong est loin du réalisme dur de Godzilla. Ses références se retrouvent plutôt dans le champ artistique. Les grands romans d'aventure donc, mais aussi les peintures et gravures de Gustave Doré, ou même la célèbre sculpture d'Emmanuel Frémier, le gorille enlevant une femme. Et la note d'intention du film est posée dès l'ouverture, avec un proverbe nous plongeant directement dans un monde de contes et de légendes. Fiction intemporelle contre trauma politique récent, les deux films se construisent ainsi sur deux imaginaires à l'opposé l'un de l'autre. Dans King Kong, les héros sont des aventuriers, des marins, des artistes. Dans Godzilla, ce sont des journalistes, des scientifiques, des politiques, des militaires. Des personnages qui induisent donc des récits très différents. Les héros de Honda réfléchissent plus qu'ils n'agissent. Rarement menacés directement par le monstre, ce sont des intellectuels qui doivent trouver une solution. Ils débattent, ils réfléchissent. Chez Cooper et Schoedsack, les personnages sont, eux, plongés directement dans l'action et tout le film est construit sur le lien qui se crée entre Kong et Anne Darrow. Non loin de La Belle et la Bête, le cœur du film est là, dans leur relation, King Kong étant une figure menaçante, certes, mais aussi touchante. Chassé plus que chasseur, il ne cherche souvent qu'à se défendre. Tel le monstre de Frankenstein, il est plus victime que bourreau et devient un personnage auquel le public peut s'attacher et même s'identifier, une figure profondément mélancolique. À New York, où il est amené de force, Kong essaye simplement de survivre, alors que Godzilla, lui, débarque en ville avec fracas pour la ravager. En tant qu'île, le Japon a toujours été soumis aux catastrophes naturelles et Godzilla en devient l'incarnation ultime. Tel un dieu sortant des eaux pour punir les hommes de leurs dérives nucléaires, il n'apparaît à l'écran que pour détruire, les Japonais se retrouvant face à lui, tels des fourmis sans défense. Ichiro Honda et Cooper et Schoedsack créent ainsi deux monstres singuliers, l'un humanisé, l'autre déifié, des monstres en totale adéquation avec les histoires qu'ils racontent. Une histoire d'amour et d'aventure, contre le récit d'une tragédie humaine. Pour donner vie à ces bêtes gigantesques, les deux films utilisent deux techniques distinctes, la stop motion avec l'animateur Willis O'Brien pour King Kong, un costume que porte l'acteur Haruo Nakajima pour Godzilla. Ichiro Honda voulait, comme Cooper et Schoedsack, utiliser l'image par image, mais un manque de temps l'a poussé à abandonner cette idée. Des aléas de planning donc que Honda va retourner à son avantage. La stop motion fonctionne très bien avec l'anthropomorphisme recherché pour King Kong. Elle permet d'animer le moindre de ses mouvements, de communiquer des émotions, bref, de lui donner vie. A l'inverse, le design dinosauresque de Godzilla joue beaucoup moins sur la recherche d'expressivité. La bête est plus monolithique. Le costume est ainsi idéal pour des mouvements moins détaillés, mais plus fluides qu'avec la stop motion. Le travail sur les maquettes est énorme, et l'idée de faire évoluer Godzilla au ralenti lui donne encore un effet plus massif et immense. Peut-être contraint et forcé, ces partis pris de réalisation s'accordent avec l'effet voulu. Contrairement à King Kong, qui interagit avec d'autres monstres dans des scènes d'action difficilement réalisables sans stop motion, Godzilla est au-dessus de tout et, de par sa stature divine, n'a que peu d'interaction avec le reste du monde, tout n'étant que broutille face à lui. Fond et forme s'accordent ainsi totalement et les deux films sont à l'origine de deux traditions de films de monstres, japonaises et américaines, aux univers et aux techniques propres. Des genres toujours dominés par ces deux icônes indéboulonnables, toujours debout des décennies après leur création. Peu importe la technique, stop motion, costume ou maintenant image de synthèse, les aventures de monstres géants font partie intégrante de l'histoire du cinéma. S'ils oscillent encore aujourd'hui entre fiction totale et approche plus politique, ces films ont toujours pour dénominateur commun la volonté de faire travailler l'imagination du spectateur. Que ce soit les cinéphiles des années 20 ou des années 90, ils ont sans doute eu la même sidération devant les dinosaures du monde perdu que devant ceux de Jurassic Park.